La polémique Wauquiez, toujours avec les réponses de Mme Pécresse, et puis la réforme institutionnelle, le Grand Paris, les voies sur berge à Paris. Eh bien, c'est avec Hervé Marseille, le sénateur des Hauts-de-Seine, que nous sommes ce matin, qui est aussi président de l'Union centriste au Sénat. Hervé Marseille, bonjour. Bonjour. Que retenez-vous de la polémique autour de Laurent Wauquiez ? Bon, c'est un peu affligeant et un peu consternant. Qu'est-ce qui est affligeant, la polémique ou les propos qu'il a tenus ? Bon, déjà les propos qu'il a tenus, parce que quand on veut rassembler son camp, quand on aspire aux plus hautes fonctions, quand on veut rassembler les Français, on ne commence pas par diviser son propre parti avec des propos de cette nature. Le vrai Laurent Wauquiez, c'est celui qui a parlé à Lyon ? Bon, c'est lui, donc j'imagine qu'il parlait sans embâge. Il a eu raison de s'expliquer sur BFM TV après ? Je veux dire, tout ça est dérisoire, je veux dire, par rapport à ce que les Français attendent, par rapport à l'actualité internationale, ce qui se passe en Syrie. Je veux dire, tout ça est dérisoire. Bon. Mais c'est un peu triste pour tous ceux qui sont adhérents de son parti et qui regardent peut-être l'avenir avec un certain espoir. Alors Valérie Pécresse, aujourd'hui, s'est dite consternée sur RTL à propos de ces paroles qui étaient assez rudes pour elle, d'ailleurs, il faut l'ajouter. Je ne laisserai pas attaquer mon bilan ministériel, puisqu'il disait qu'elle faisait des conneries, mon bilan ministériel, mes réformes au gouvernement, a-t-elle déclaré. On voit très clairement aujourd'hui, dit-elle, qu'il y a deux droites. Il y a une droite des décibels, sous-entendu Wauquiez, et une droite de la crédibilité, sous-entendu moi-même. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y a deux droites aujourd'hui ? Oh, il y en a certainement même davantage, parce qu'il y a aussi Xavier Bertrand, il y a des gens comme Estrosi qui ont marqué leur différence. Il y a surtout le fait qu'il n'y a plus que la droite de la droite. L'UMP avait été créée à l'époque sur l'initiative de Jacques Chirac en 2002 pour rassembler la droite et le centre. Aujourd'hui, il n'y a plus de centre. D'ailleurs, il ne sait pas ce que c'est, M. Wauquiez, le centre. Il regarde qu'à droite. Et quelque part, c'est triste, parce qu'il ne reste plus bientôt que la droite de la droite, quoi. Oui, donc la droite, elle est en voie de disparition, là, aujourd'hui ? Non, mais elle se résume à elle-même, si je puis dire. Et c'est un peu dommage que M. Wauquiez, par quelques mots irréfléchis, j'allais dire... votre avis, c'est irréfléchi ? Oui, enfin, moi je veux croire qu'il parle comme ça, d'ailleurs il l'a dit, off, en sachant quand même, ou alors c'est encore... Voilà. Où vous situez-vous ? Nous ? Oui. Au centre ? Vous, Hervé Marseille, président de l'Union centriste. L'Union centriste est dans la majorité sénatoriale et nous sommes dans une opposition, j'allais dire, bienveillante à l'égard du gouvernement. Vous êtes constructif ? Oui. Constructif. Pas constructif. On accompagne la réforme parce que ce pays a besoin de réforme. On ne peut pas avoir soutenu pendant des années des candidats qui disaient il faut toucher à la SNCF, c'est ce qu'Alain Juppé essayait de faire, il faut faire des économies, il faut, j'allais dire, entreprendre des réformes. Et quand un gouvernement le fait, ne pas l'accompagner pour avoir des résultats. Alors vous êtes sénateur, vous ne serez pas candidat aux élections européennes ? Non. Non. Mais est-ce que vous pourriez soutenir, par exemple, un axe central qui était appelé de ses voeux par Alain Juppé et qui semble plaire à Emmanuel Macron ? En tous les cas, on n'ira pas avec M. Wauquiez, ça c'est sûr. C'est sûr. Et en revanche... Vous pourriez vous associer à cette liste ? Pourquoi pas ? D'axe central ? Pourquoi pas ? Il faut regarder quel va être le projet européen. Si on lit ce qu'a dit le président de la République à la Sorbonne il y a quelques mois, ce projet européen-là, c'est un projet centriste. C'est un projet qui vous convient ? Pourquoi pas ? D'accord. Le tribunal administratif, hier soir, a remis en question le passage piétonnier des voies sur berge à Paris, notamment sur la rive droite. C'est un coup dur pour Anne Hidalgo, bien sûr. C'est une gifle. C'est une gifle. C'est une gifle, d'abord parce que les mots sont durs. Le tribunal parle d'approximation. En gros, il fait état d'amateurisme. Bon, mais c'est ce qu'a dit toute l'opposition à Paris pendant des semaines. Bon, aujourd'hui, il faut que Mme Hidalgo et ceux qui l'entourent travaillent à un autre projet, puis surtout avec ce qui entoure Paris, c'est-à-dire la banlieue. Parce qu'il y a énormément de communes qui se sont associées au Conseil régional pour porter justement l'affaire devant la justice administrative. Le département des Hauts-de-Seine en particulier. Vous êtes Alto-Séquanais vous-même. Oui, j'ai été maire de Meudon pendant 20 ans. Je dois dire que ce sont les banlieusards qui souffrent le plus de la politique de Mme Hidalgo. Vous êtes contre le fait qu'on réduise la place de la voiture dans Paris ? Non.
Paris ou c'est la méthode que vous condamnez? C'est la méthode. Oui. L'objectif, il est partagé par tout le monde. Mais les nuages, ils ne s'arrêtent pas aux portes de Paris. Les voitures, il faut bien qu'elles passent quelque part. Quand on dit plus de voitures à diesel dans Paris, ça veut dire qu'il n'y a que la banlieue qui va supporter les voitures et les camions. Non, il faut un travail. Il n'y a jamais eu autant de lieux de décision et de réunion. La métropole, la région, le forum métropolitain, les départements. Et on ne parle pas de ces choses-là. On n'en parle qu'à Paris, entre Parisiens. On fait des sondages dans le centre de Paris. Il faut enfin avoir une dimension métropolitaine, une dimension régionale. D'où la nécessité d'avoir une métropole. Bien sûr. À votre avis, elle épousera quelle forme, cette métropole? Est-ce que ça sera Paris et les 3 départements de la Couronne ou ça sera toute la région? Aujourd'hui, on n'en sait rien, puisque les annonces ont été différées. Votre vœu? Une métropole régionale, simple, avec une assemblée qui délibère. Au niveau régional? Au niveau régional, bien sûr. Une assemblée métropolitaine, élue. Et puis ensuite, est-ce qu'on garde les départements ou pas? C'est le débat. Vous êtes pour ou contre? Il y a le problème de la petite couronne. Les départements, ils ont leur intérêt. En petite couronne, j'en doute. Mais il y a les intercommunalités. D'accord. Le Grand Paris Express, ce matin, le Premier ministre a dit que sans doute il y a des lignes qui seraient retardées dans leur construction, c'est-à-dire que tout ne sera pas fait en même temps. Ça coûte très cher, 35 milliards d'euros, tout ça. Vous estimez qu'il a raison d'avertir les Franciliens? Bien sûr. Il y avait beaucoup d'hypocrisie. En 8 ans, la facture a doublé. On est passé de 19 à 38 milliards. Forcément, on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir tout faire. Donc, un bon point, il a confirmé le projet. C'est-à-dire sa puissance, sa cohérence. Jusqu'à quand d'ailleurs ce projet de construction, il dure combien de temps? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Mais avec, j'allais dire, le paquet qui va être mis sur les lignes nécessaires pour les Jeux Olympiques. Ça, c'est important. On ne peut pas s'engager dans les Jeux Olympiques, faire venir des dizaines de milliers de visiteurs, de journalistes, et puis en même temps ne pas avoir les moyens appropriés. Donc oui, c'est un bon projet. Oui, c'est une bonne chose qu'il soit confirmé. On savait très bien qu'il serait étalé dans le temps, donc il n'a fait que dire ce qu'on attendait. Alors vous m'avez répondu pour les européennes, on revient sur Paris Surface, il y a les municipales aussi qui doivent avoir lieu en 2020. Quelle sera l'attitude de l'Union centriste au Sénat sur ces municipales, notamment à Paris? Vous allez partir au combat contre Anne Hidalgo? Oui, bien sûr. Avec qui? Mystère et boule de gomme. Savoir là, pareil, vous pourriez faire alliance plutôt avec la République En Marche qu'avec les Républicains? Je pense qu'il y a des Républicains qui sont prêts à avoir des listes très larges. Quand je vois mon ami Bournazel, qui siège parmi les constructifs, il fait partie... Au Conseil de Paris, et à l'Assemblée nationale. Oui, eh bien, il peut toujours faire partie de ceux qui peuvent prétendre être tête de liste, mais il y en a d'autres. On verra le moment venu, et puis il faudra un rassemblement très large, Donc vous plaidez pour le même type de rassemblement que pour les européennes, mais il faut des rassemblements très larges. D'accord. Et les Républicains auraient leur place là-dedans aussi? Il y a des Républicains. Nous, ce qu'on combat, ce ne sont pas les Républicains, c'est la position et la politique de M. Wauquiez. D'accord. Bon, mais avec les Républicains, on n'a pas de souci. Alors, il y a hier au Sénat, une proposition de loi a été déposée et acceptée d'ailleurs, je crois, de François Gatel, sur, qui permet aux autorités publiques, en fait, de contrôler l'ouverture et le fonctionnement des établissements scolaires privés, complètement privés, qui sont hors contrat. Pourquoi cette disposition ? Les pouvoirs publics, ils ont toujours le droit de contrôler. Heureusement, d'ailleurs, on ne peut pas mettre ses enfants n'importe où, entre les mains de n'importe qui. Bon, la loi, elle datait de 1850. Elle avait été modifiée en 1919. Bon, les choses ont changé depuis. Donc, il ne vous a pas échappé qu'il y avait des associations un peu radicales qui pouvaient ouvrir des écoles. Islamiques, notamment. Par exemple. Mais pour ouvrir une école aujourd'hui, il faut quasiment rien. Il faut quasiment rien. Donc, ce n'était pas anormal qu'on améliore les conditions, qu'on renforce les conditions d'ouverture d'une école. Parce que d'expérience, il y a énormément d'écoles qui, à votre avis, sont des foyers de radicalisation. En tous les cas, il y a eu un certain nombre d'exemples. On cite toujours l'école Al-Badr de Toulouse. Et les maires sont démunis, les pouvoirs publics sont démunis. Donc, il fallait créer les conditions d'un meilleur contrôle et une rigueur plus importante pour l'ouverture d'une école. On a obtenu une très large majorité au sein du Sénat.
au sein du Sénat, et c'est une bonne chose parce qu'il fallait en passer par là. Et d'ailleurs, le gouvernement soutenait également cette initiative. Le ministre de l'Enseignement, de l'Éducation, M. Blanquer, est venu personnellement suivre les débats, et il appuyait cette démarche parce qu'elle est indispensable, et il faut pouvoir mieux contrôler les écoles. Et elle sera adoptée aussi par l'Assemblée nationale ? J'espère. D'après vous ? Oui. 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 Et alors, ça sera quoi? Ça sera une procédure qui est plus difficile, une procédure qui est plus... qui est à la fois simplifiée, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire au rectorat, au maire, au préfet, là, il y a un guichet unique. Oui. Bon, on renforce les contrôles et on demande un certain nombre de pièces supplémentaires. Contrôle y compris sur les enseignants? Et contrôle y compris sur les enseignants, oui. D'accord. Avec une unification, notamment au niveau des diplômes, entre les différents niveaux d'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, tout ça est beaucoup trop simple et on ne peut pas, encore une fois, laisser les enfants dans les villes entre les mains de n'importe qui. Et vous n'allez pas vous heurter aux institutions confessionnelles? Je crois qu'elles ont le même souci que les autres du sort des enfants. On a travaillé d'ailleurs avec l'enseignement catholique sur tous ces dossiers. Et si on a abouti à un large assentiment, c'est quand même que beaucoup, au sein de l'Assemblée, étaient favorables à ce texte. D'accord. Eh bien, nous sommes toujours avec Hervé Marseille et on va continuer avec le sénateur des Hauts-de-Seine à poser vos questions, chers internautes, en compagnie de Jean-Baptiste Sémerjian, qui nous rejoint dans le studio. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Hervé Marseille. Bonjour. Une première question d'Equita qui vous demande si vous êtes proche vous en tant que centriste, proche de Jupiter, donc Emmanuel Macron selon Equita. Est-ce que vous êtes vraiment proche du président? Non. On n'est pas proche du président, mais on défend les projets qui nous semblent bons pour le pays, c'est tout. Quand un projet n'est pas bon, la CSG par exemple, on a combattu. La suppression de la taxe d'habitation, on a dit il faut trouver une autre solution. C'est quand même 21 milliards qui se baladent et on a besoin d'argent. Bon, quand c'est pas bien, on le dit. Et quand c'est bien, on le dit aussi. Vous n'y croyez pas à la suppression de la taxe d'habitation? Vous ne croyez pas à ce que ça soit une bonne décision? Ça va être fait. Après, on peut supprimer la taxe d'habitation, mais qu'est-ce qu'on fait à la place? On peut pas... Vous avez des réponses là-dessus? C'est-à-dire que les collectivités, les communes, les intercommunalités, elles offrent des services à la population. Donc il faut qu'elles aient les moyens de le faire. Ce n'est pas pour dire il nous faut de l'argent. C'est simplement que dans une collectivité, si vous voulez ouvrir une crèche, si vous voulez avoir du personnel pour s'occuper des invalides, des impotents, des gens malades, des personnes âgées, ils sont de plus en plus nombreux dans notre pays, il faut des moyens. Donc on ne peut pas retirer constamment des moyens aux collectivités. Autre question. Question politique. Solérol critique vivement Jean-Christophe Lagarde. Pour lui, le président de l'UDI a un parti qui est uniquement à sa solde, qui lui sert, et c'est un parti qui est à son service, et ce serait même une coquille vide. Vous lui répondez quoi, vous, à Solérol? Qu'il adhère à l'UDI et qu'il vienne nous rejoindre, il verra que ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a des groupes parlementaires, il y a des élus partout, il y a des élus dans les communes, il y a une vie de parti, et ce n'est pas du tout à la solde de... Si vous trouvez des centristes qui sont à la solde de quelqu'un, viendrez me chercher. C'est pas tout... Vous avez quelle relation, vous, avec Jean-Christophe Lagarde? C'est un ami, j'ai beaucoup de respect pour lui, on travaille souvent ensemble. Vous approuvez sa présidence? Oui, bien sûr. D'accord. On reste sur les postes. Éric vous demande pourquoi vous avez préféré votre mandat de sénateur à la mairie de Meudon. Vous avez été maire de la mairie de Meudon. 20 ans. J'ai été maire pendant 20 ans et je pense que le moment était venu de laisser la place à quelqu'un de plus jeune dans mon équipe et de le soutenir pour les prochaines élections. Je pense que 20 ans, c'est un beau parcours, j'ai fait des choses, il en reste à faire et bon, il y a une équipe en place. Vous avez préféré votre poste de sénateur quand même? J'ai préféré... Votre mandat de sénateur, plus exactement. Compte tenu de mon ancienneté, vous savez, j'ai siégé au département, j'ai siégé à la région, j'ai siégé en tant que maire. Donc je pense qu'il y a un moment donné où il faut savoir passer le relais. À ce propos d'ailleurs, il y a une réforme institutionnelle qui se profile. Cette réforme institutionnelle doit normalement, selon le vœu du président de la République, ce qui n'est pas le cas du président du Sénat, eh bien, réduire le nombre de mandats dans le temps. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, ce n'est pas le principal. Non, mais sur cette question-là. Le principal, c'est déjà la baisse du nombre de parlementaires. Oui. Bon, c'est-à-dire pour Oui, sur le principe, tous les candidats au présidentiel ont défendu ce principe. Limitation dans le temps. Limitation dans le temps. Bon, c'est vrai que on retire quelque chose, une fois de plus, à l'électeur, parce qu'on l'oriente, on lui dit ce qu'il a le droit de faire ou pas le droit de faire. Donc, c'est plutôt à l'électeur de décider. On verra ça le moment venu. Moi, personnellement... j'y suis pas plus que ça attaché. D'accord, donc vous n'êtes pas tout à fait dans la même fermeté que le président du Sénat, M. Larcher. Je suis en cohérence avec le président du Sénat, on travaille ensemble, je soutiens ses propositions, mais ça n'est pas un dogme. Ce n'est pas un dogme.
Une autre question? Elvis vous demande pourquoi personne ne lève le doigt pour les 3000 SDF qui vivent à Paris aujourd'hui. Qui ont été recensés. Hein. Qui ont été recensés, effectivement, et non 50. Il n'y a donc pas moyen de les loger dans d'autres villes, demande-t-il. Vous avez été maire, c'est un sujet qui vous parle. C'est un sujet, on crée des lits en permanence, on essaie de pérenniser le logement des sans-abri, mais il ne vous a pas échappé qu'il venait toujours plus encore de gens de l'étranger à cause des guerres, à cause de la pauvreté, à cause de la misère, et qu'il y a un vrai souci qui est déjà d'ordre européen, parce que le problème des migrations, c'est un problème européen. Si on veut protéger nos frontières, il ne s'agit pas de vociférer en disant qu'on va renvoyer tout le monde, ça ne sert à rien. Et puis il faut trouver les moyens, on n'en a pas beaucoup. Hein, on est un pays endetté qui doit rembourser ses dettes, donc il faut trouver des moyens à un moment difficile et il faut effectivement essayer de dispatcher tous ces gens qui viennent essentiellement là où c'est plus facile, c'est-à-dire dans les grandes agglomérations. On va à Paris, on va à Lille, on va à Marseille, et donc c'est là il faut trouver les moyens autour, en banlieue et en province. Dernière question. Une dernière question de Martine qui dit « Les JO à Paris, c'est juste une punition pour les Français. On reste donc sur l'argent. Qui va payer ?» demande-t-elle. Oui, enfin, je crois que là, ça ne va pas coûter si cher que ça parce qu'on a déjà beaucoup d'équipements. Ce qu'il faut surtout, ce sont les transports. Le Premier ministre vient d'annoncer qu'il allait faire un effort pour faire aboutir les lignes qui concernent les Jeux Olympiques. C'est une bonne chose. Pour le reste, on sait très bien que les Jeux Olympiques, ça peut coûter, mais ça peut aussi rapporter. C'est une bonne chose pour la France. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Corée, on peut être fier des athlètes français. Donc, ça augure bien de ce qui se passera ici, je l'espère. Voilà, vous étiez dans les studios du Figaro avec eh bien, le sénateur Hervé Marseille, qui est aussi président du groupe Union Centriste au Sénat. Merci, monsieur Hervé Marseille, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Jean-Baptiste Semerjian. Merci aux internautes. Qui vous êtes fait le médiateur des internautes. Et puis à demain pour de nouvelles aventures.